Allez, on plonge tout de suite dans le sujet. Aujourd'hui, on s'intéresse à une vision assez forte pour l'avenir d'Haïti. Et attention, on ne parle pas d'un énième plan de sauvetage venu de l'extérieur. Non, là, l'idée, c'est une feuille de route pour reconstruire la souveraineté, mais de l'intérieur. C'est une réflexion inspirée par les écrits de Jean-Jimmy Romulus. Alors c'est parti. Et tout part de cette phrase qui est vraiment la clé de voûte de toute la pensée. La souveraineté d'une nation ne se décrète pas, elle se construit. C'est simple, mais c'est puissant. Ça veut dire quoi? Que la souveraineté, ce n'est pas un interrupteur. Hop, on l'allume et ça y est. Non, c'est un chantier. C'est une structure qu'on bâtit, brique par brique. Ça donne tout de suite le ton. On va parler de construction, d'efforts et surtout de vision à long terme. Et pour bien comprendre, il faut se souvenir du contexte, qui est unique. Haïti, ce n'est pas n'importe quel pays. On parle de la toute première république noire indépendante du monde, un symbole immense de liberté. Mais voilà, toute la complexité, elle est là. Cette indépendance historique, elle coexiste avec une quête permanente, une longue recherche pour une autonomie qui soit réelle, concrète, complète. C'est cette tension-là qui est au cœur de toute la réflexion. Alors, la grande question, c'est par où on commence? Comment on s'y prend pour reconstruire tout ça? La vision qu'on explore aujourd'hui, elle met le doigt sur un point de départ absolument crucial, un nouveau type de leadership. C'est ça, la première fondation, le socle humain, si on veut, de tout le projet. Ce tableau, il met les choses au clair. C'est un contraste assez radical. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler l'ancienne élite, avec comme intérêt principal le privilège personnel, une gestion de crise au jour le jour, et de l'autre, la vision d'une nouvelle élite. Et là, tout change. L'intérêt, c'est le service à la nation. Le focus, c'est la planification à long terme, la stratégie. Et l'allégeance, ce n'est plus à son propre intérêt, mais à des institutions fortes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est un vrai changement de logiciel. Et quand on parle de ça, il faut tout de suite préciser un terme important, le nationalisme constructif. Attention, ce n'est pas du tout un repli sur soi. L'idée, c'est de puiser sa fierté dans une histoire qui est, objectivement, exceptionnelle, mais sans jamais en devenir prisonnier. C'est un nationalisme qui regarde vers l'avenir, qui est axé sur la construction, sur la compétence. En gros, on utilise le passé comme un tremplin, pas comme un canapé confortable. Ok, on a parlé du socle humain, du leadership. Maintenant, on passe au deuxième pilier. C'est plus matériel, mais c'est tout aussi fondamental. Après les personnes, on va parler d'argent. Parce que oui, la vraie liberté, elle a un prix. Et la question, elle est posée de manière très directe, presque brutale. Mais elle va droit au but. Une nation peut-elle être vraiment libre si d'autres payent ses factures? C'est simple, non? La dépendance financière s'est présentée ici comme le principal, l'ultime obstacle à une souveraineté totale. C'est logique, si les piliers de votre État sont financés par des fonds étrangers, pour qui travaille-t-il en priorité? Et justement, pour que ce ne soit pas juste un concept en l'air, on pointe 3 domaines où le financement local est jugé absolument non négociable. Lesquels? Les forces armées, la police nationale et les élections nationales. L'idée derrière, elle est simple, c'est une question de loyauté et de légitimité. On peut se poser la question, une police payée par des fonds étrangers servira-t-elle d'abord les intérêts haïtiens? Et des élections financées de l'extérieur peuvent-elles vraiment être perçues comme souveraines par la population? C'est ça le cœur du sujet. Et attention, on ne minimise pas du tout la difficulté. Atteindre cette autonomie financière, c'est décrit comme un défi colossal. C'est énorme. Mais le message, il est limpide. C'est la condition sine qua non. C'est le prix à payer pour une liberté qui ne soit pas juste symbolique, mais qui soit tangible, réelle. Bon, on a vu le leadership, on a vu l'argent. Maintenant, on aborde les 3e et 4e piliers. Et vous allez voir, ils sont très, très liés. Ça concerne d'une part la réduction de l'influence étrangère et de l'autre la construction d'une nouvelle image d'Haïti dans le monde. Et là, on arrive à un point qui est vraiment fascinant. L'idée, c'est que pour réduire l'influence étrangère, la toute première étape, elle n'est ni politique ni économique. Elle est psychologique. C'est dans la tête que ça se passe d'abord. La souveraineté, ça commence par une prise de conscience, par un changement de mentalité collective. C'est ça, la vraie révolution. Et pour que ce soit bien concret, regardez cette comparaison. Elle illustre parfaitement ce changement de mentalité avec un exemple, la perception des visas étrangers. D'un côté, on a la vision dépendante, où obtenir un visa, c'est presque un droit quasi divin, une validation de son existence, un symbole de réussite, et de l'autre, la vision souveraine. Et là, on remet les choses à leur place, un visa, ce n'est qu'une courtoisie administrative accordée par un autre pays. Ça n'a rien, mais alors rien à voir avec la dignité ou la valeur d'une personne. Le changement de perspective est énorme. Et tout ça, ça nous amène à cette citation, qui résume tout le problème de la narration. Pendant trop longtemps, d'autres ont raconté notre histoire, défini nos problèmes et proposé leurs solutions. C'est tellement parlant. Quand on ne contrôle pas son propre récit, on laisse les autres le faire. Et en définissant l'histoire,
Ils définissent aussi les problèmes et bien sûr les solutions qui les arrangent. L'enjeu, c'est donc de reprendre le stylo, de redevenir le narrateur de son propre destin. D'accord. Mais concrètement, comment on fait pour reprendre ce contrôle? La stratégie proposée, elle est en 3 temps. Premier temps, maîtriser son propre récit national, raconter sa propre histoire. Deuxièmement, activer la diplomatie culturelle, utiliser l'incroyable richesse de la culture haïtienne comme un outil d'influence. Et troisièmement, et c'est sans doute le plus dur, joindre le geste à la parole, démontrer une bonne gouvernance, prouver par l'action que les choses changent. On arrive maintenant à la fin de cette analyse. Et c'est important de bien comprendre une chose. Tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une solution miracle à appliquer demain matin. Non, on est dans une vision à très, très long terme. Et la distinction qui est faite ici est fondamentale. Ce n'est pas un programme politique pour les 5 prochaines années. C'est une feuille de route générationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça s'étend sur des décennies, que ça implique un effort constant, des sacrifices partagés et un consensus national qui va bien au-delà des partis politiques. Ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement, c'est l'affaire de toute une génération, voire de plusieurs. Et ce très long voyage, aussi difficile qu'il puisse paraître, il commence toujours au même endroit. Il a un seul point de départ. C'est cette prise de conscience collective, cette conviction partagée par tout un peuple que notre destin nous appartient. C'est ça le carburant. Sans ça, le moteur ne démarre même pas. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui est puissante parce qu'elle fait le pont entre le passé glorieux d'Haïti et les défis de son avenir. Haïti a prouvé au monde que la liberté est universelle. Peut-elle maintenant prouver que cette liberté peut être durable? Après avoir été un pionnier de la liberté pour tous, le grand défi d'aujourd'hui, c'est de construire une liberté qui dure, qui soit solide, qui soit souveraine. C'est une question qui reste ouverte et qui invite forcément à la réflexion. Merci beaucoup de m'avoir écouté.